ton baluchon, le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour la seconde partie de l'épisode de Luna. Rappelez-vous, il y a 15 jours, nous avons fait la connaissance de cette jeune fille. C'est un peu la grande sœur des invités de cette première saison de Prends ton baluchon, car Luna a 16 ans. Elle nous a raconté son séjour en Australie, de Melbourne à Sydney, en passant par le Red Center. C'est un épisode assez fort, puisque nous avons parlé de la cause aborigène. Luna a été très touchée par le traitement réservé à ces populations, souvent plongées dans une grande précarité et qui subissent un profond racisme. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez retrouver cet épisode sur le site prendtonbaluchon.fr, sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Aujourd'hui, Luna revient pour une thématique tout aussi importante, l'introspection que le voyage a engendrée chez elle. Tout, dans son tour du monde, a été une forme de leçon. Apprendre des autres, mais aussi de soi, prendre le temps de réfléchir au sens de ses actes, redéfinir ses priorités. Pour Luna, la liste est longue et elle sait que tout ça aura un impact sur l'ensemble de sa vie. Allez, je n'en dis pas plus. Prends ton baluchon et monte le son, nous partons pour une belle leçon de vie. Au niveau de la culture, est-ce que tu as découvert des nouvelles façons de vivre en Australie ? Est-ce que tu trouves que la culture australienne, elle est différente de la culture française ou européenne, par exemple ? Ah oui, totalement. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de jugement. Les gens, ils sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent, notamment dans leur façon de s'habiller. Je trouve que ils s'habillent vraiment comme ils veulent et il n'y a personne qui les regarde de travers. Et après, on a rencontré aussi beaucoup d'enfants qui étaient déscolarisés, qui faisaient l'école à la maison, alors que ça se fait pas trop en France, mais en Australie, ça se fait beaucoup. Peut-être que c'est aussi parce que ils habitent dans les campagnes et du coup, forcément, il n'y a pas, vu qu'ils sont un peu tout seuls dans leur périmètre, il n'y a pas forcément d'école pour tout le monde à proximité. Oui, ça pourrait expliquer qu'ils ne se rendent pas à l'école tous les jours et que c'est plus simple de le faire à la maison. Et puis après, il y a des gens qui préfèrent. Ouais. Et toi, justement, comment tu as fait pour suivre tes cours pendant le voyage ? J'ai passé le bac l'année dernière et du coup, j'ai pris une année de césure, donc j'ai pas fait de cours cette année. D'accord, donc tu as 2 ans d'avance. 2 ans, oui. Donc ça t'a permis, toi, de pas faire l'école en voyage. Oui, c'est ça. Après, vu que je suis inscrite dans une école d'art, j'ai quand même dessiné et je me suis un peu entraînée pour l'année prochaine. Mais j'avais vraiment pas de compte à rendre à quelqu'un. Et tes frères et sœurs, par contre, eux, ils ont fait comment ? Mon frère qui était censé être en 3e du coup cette année, il a essayé de suivre le programme. Il n'était pas très assidu, mais du coup il récupérait... ma mère a récupéré les cours du CNED, mais sans devoir rendre à chaque fois les devoirs. Du coup il a suivi ces cours-là et ensuite il y a ses amis qui lui ont envoyé s'il y avait des choses spéciales à faire. D'accord. Mais c'est tes parents, du coup, qui ont géré la scolarité ? Oui, c'est ça. Ok. C'est surtout, oui, ma mère. Ouais. Et après, elle l'a fait surtout pour ma petite sœur parce que elle est en CE1 et que elle voulait bien travailler. Et du coup, elle prenait des cours sur Internet ou alors ils ont acheté un peu des cahiers de vacances, mais que du coup, ils complétaient pendant l'année. Et mon autre petite sœur, vu qu'elle est en moyenne section, elle faisait juste l'école tous les jours. Elle apprenait avec ce qu'on vivait. Elle n'avait pas forcément de devoirs à faire. Pour toi, justement, le voyage, c'est un apprentissage en soi ? Ça permet d'apprendre de nouvelles choses ? Oui, forcément. Au niveau humain d'abord, je pense que ça nous apprend beaucoup à respecter l'autre, à apprendre de sa culture et beaucoup de l'histoire des autres personnes. Et aussi, après quand on va par exemple dans des musées ou qu'on voit des paysages et tout ça, forcément on apprend de l'histoire, de la géo et voilà.
Quand je t'ai contacté, toi, tu as évoqué le voyage comme un moyen de prendre du recul sur ta vie en France et même le fait de prendre le temps de vivre. Est-ce que tu veux bien développer un peu cette idée pour nous? Pour moi, le voyage, ça m'a permis personnellement d'avoir beaucoup plus de temps pour réfléchir. Du coup, j'ai pu penser beaucoup plus sur ce que je faisais, sur qui étaient les autres et qui j'étais. Et les expériences que j'ai eues m'ont poussé à cette réflexion. Et du coup, ça m'a permis de voir ce que je fais en France qui est automatique pour moi, mais qu'en fait, qui n'est pas forcément nécessaire. Et que je mettais beaucoup d'énergie à des choses qui en demandaient vraiment pas beaucoup, alors qu'il y a des choses auxquelles je passais à côté. Par exemple? Par exemple, les réseaux sociaux, j'y passais avant un sacré temps et de voyager, ça m'a permis de me déconnecter un peu parce qu'on n'a pas forcément de la batterie tout le temps, internet tout le temps. Et ça a été une transition assez facile en fait. Et je me suis dit que si j'y arrivais en voyage, je pourrais y arriver en France. Et du coup, prendre le temps de faire autre chose à la place d'être sur mon téléphone. Est-ce que c'est le fait d'être plus attentive à ce qui t'entoure, par exemple? Bah oui, ça me permet d'aller, par exemple, vers des gens vers lesquels j'allais pas forcément avant et de faire des choses. Juste un événement, ça peut provoquer plein de choses alors qu'en fait, avant, je m'y attardais pas forcément. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, est-ce que tu notes une différence entre ta vie quotidienne et ta vie en voyage? Est-ce que c'est le même rythme? Est-ce que tu t'écoutes toujours autant? C'est difficile de s'écouter autant qu'en voyage parce que en voyage, on n'avait pas vraiment de contraintes. On faisait un peu ce qu'on voulait quand on voulait. Donc il y a des jours, par exemple, où je me levais avec le soleil et je me couchais avec le rythme du soleil un peu, donc je me levais assez tôt. Et du coup, je pouvais faire plein de choses. On pouvait du coup se balader, visiter un peu, alors qu'en France, forcément, on a des contraintes. Il faut aller faire des choses un peu obligatoires. Pour toi, ça, vivre sans contrainte, c'est quelque chose qui t'épanouit? Oui, ça permet de vraiment se recentrer sur soi-même et voilà, de faire un peu ce qu'on veut quand on veut et du coup d'avoir l'impression de gérer sa vie et pas que ce soit les autres qui le fassent pour nous. Et est-ce que vos relations familiales, elles ont évolué au cours du voyage? Est-ce que vos rapports ont changé? Oui, je pense qu'on est beaucoup plus proches. Après, on a réussi du coup à essayer de trouver un peu un rythme qui nous convenait à tous, même si c'est un peu compliqué à 6. Mais on a pu voir les défauts, les qualités de certains et apprendre à mieux se connaître parce qu'on n'en avait pas forcément l'occasion avant. Tu avais l'impression qu'avant, vous viviez peut-être plus à côté les uns des autres? Oui, alors que maintenant, on, on se prend un peu plus en considération et on arrive à comprendre l'autre parce qu'on passe plus de temps avec. J'ai l'impression dans ce que tu dis que vraiment comprendre l'autre, être attentif aux autres, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que tu l'as éprouvé ça aussi en rencontrant des nouvelles cultures? Bah oui, parce que dans tous les pays, notamment en Asie, par exemple, les parents ou les grands-parents vivent avec les enfants et je trouve ça formidable qu'il y ait une considération de l'autre et de ceux qui t'ont apporté au début de ta vie et maintenant c'est à toi de leur apporter alors que en France et même en Europe de l'Ouest en tout cas les parents et les grands-parents quand ils sont vieux ils sont un peu délaissés de côté. Ça t'a marqué? Oui, ça m'a un peu ça m'a pas ému mais ça m'a montré que c'était totalement différent ailleurs et que notre manière de penser n'était pas forcément celle que tout le monde avait et c'était pas la seule ni la bonne. C'est très beau ce que tu dis parce que finalement, ce voyage, ça t'a permis de remettre en question un petit peu la manière dont tu vivais jusque-là. C'est ça? Totalement. Tu penses que ça t'a marqué à l'instant T ou est-ce que ça va peut-être influencer ta façon de voir les choses à long terme? Je pense que ça va m'influencer pour toute ma vie d'avoir vu ça. Ça m'a obligée à remettre en question tout ce dont je pensais acquis, toutes les choses que, que j'avais acquis, mais sans remettre en question. Voilà.
À propos des enseignements du voyage, tu m'as parlé de quelque chose qui t'a marqué en Australie à propos du handicap. Est-ce que tu peux nous raconter ? En Australie, il y a une grande différence du coup avec la France, c'est que il y a beaucoup d'infrastructures dédiées à l'enfance. Il y a beaucoup de parcs avec vraiment des grandes structures et tout ça. Il y a même des balançoires pour fauteuils roulants et tout ça, donc je trouve que l'enfance et le handicap, c'est deux choses qui sont beaucoup plus prises en considération en Australie qu'en France. C'est important, oui, effectivement, ce que tu soulignes. Tu trouves, en règle générale, que ça manque, ça, en France ? Oui, parce que il n'y a pas beaucoup de moyens de s'amuser, par exemple, quand on est enfant. Si, mais il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de piscine gratuite comme en Australie et tout ça. Et le handicap, il est un peu caché en France. Bon, je trouve qu'on ne fait pas grand-chose pour accepter les handicapés physiques et mentaux, alors qu'en Australie, c'est beaucoup plus accepté. Ça t'a donné des idées, des envies. Je sais que t'aimes bien le dessin, mais que t'aimes aussi bien l'architecture. Est-ce que ça a fait naître des idées, des projets dans ta tête ? Oui, mais j'ai pas le pouvoir pour l'instant de changer, je pense. J'aimerais bien construire plein de choses, mais j'ai rien pour le faire. Pour le moment. Oui, pour le moment. Est-ce que dans cet objectif de découvrir encore d'autres façons de voir le monde, est-ce que toi tu aimerais repartir ? J'imagine que vous aimeriez reprendre le voyage là où il s'est arrêté ? Oui, quoique tout reprendre, je sais pas en fait, parce que du coup maintenant, vu qu'on est retourné en France, on a d'autres projets et je sais pas si c'est possible de couper sur une aussi longue période, de repartir, parce qu'on s'est arrêté assez tôt dans notre voyage. Je crois qu'on a fait que 7 mois sur 10, donc il faudrait repartir 3 mois. Et c'est long, mais par contre repartir plus souvent, mais par exemple 2 ou 3 semaines, ça on a tous envie de le faire. Ouais. Est-ce que toi, il y a des endroits qui t'attirent particulièrement ? Un peu tous les endroits de la planète, mais le continent africain, ça m'attire parce que en Afrique du Sud, par exemple, on est passé en Afrique du Sud et j'ai découvert un mode de vie, une culture différente, même si l'Afrique du Sud ne reflète pas l'Afrique tout entière parce que c'est assez européanisé, occidentalisé. Mais ça m'a intéressé encore plus à ce continent-là. Tu t'attendais pas à trouver ce genre de culture ou on va dire, de pays en Afrique, c'est ça ? C'est un petit peu comme l'Australie où tu as été surprise ? Contrairement à l'Australie où j'attendais quelque chose, l'Afrique du Sud, j'y attendais rien. J'avais pas forcément imaginé quelque chose et du coup ça m'a surprise, mais comme ça. Ok, ouais, c'était plutôt la vraie surprise, alors qu'en Australie, c'était plutôt un décalage par rapport à ce que tu avais imaginé, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Donc pas de pays particulier, si ce n'est peut-être retourner sur le continent africain et plus découvrir l'Afrique, c'est ça ? Après, le Mexique qu'on devait faire, mais qu'on n'a pas pu faire, ou les États-Unis d'ailleurs, j'aimerais bien y aller quand même aussi. Bah, je te le souhaite. Pour conclure, j'aimerais que tu me donnes ta définition du voyage et pourquoi. Je dirais que c'est partir, pas forcément très loin, mais juste partir pour découvrir et découvrir tout, se découvrir, découvrir des paysages, des cultures, une histoire différente, découvrir les autres et apprendre la différence et voilà. C'est une très belle définition. Je te remercie. L'épisode consacré à Luna se termine sur cette définition très inspirante du voyage. Définition forcément en lien avec son expérience. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il aura réussi à convaincre ceux qui hésitent encore à partir au bout du monde avec leurs enfants. Franchement, quand j'entends une telle maturité, je crois qu'il n'est plus question d'hésiter. Tiens, venez me raconter sur Insta vos plus grosses interrogations avant de partir, si vous avez sauté le pas, ou ce qui vous retient encore si c'est dans vos projets. J'ai hâte de savoir. Comme vous le savez, l'épisode est dispo sur le site, toutes les plateformes de podcast et sur YouTube.
Il est aussi disponible sur la web radio Allô la planète et j'en profite pour vous annoncer que les horaires ont changé. La diffusion sera désormais les mardis à 19h30, les jeudis à 8h le matin et les dimanches à 17h. Pour ne rien rater des infos du podcast, Prends ton baluchon a désormais sa newsletter. 2 fois par mois, je vous envoie un petit mail pour vous raconter des petites choses sympas, les coulisses, les projets, etc. Pour vous inscrire, ça se passe sur le site prendtonbaluchon.fr. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une toute nouvelle destination. Changement de décor assuré. À bientôt!